Bonjour à tous mes chers invités. Je vous souhaite un bon visionnage et j'attends vos commentaires avec impatience. On me qualifie de toutes sortes de choses calculatrices, froides, brillantes, mais une seule étiquette m'a vraiment marqué, indispensable. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. J'étais à Toronto, occupant un appartement de verre et d'acier au dernier étage, aux commandes de l'une des négociations internationales les plus complexes jamais entreprises par mon entreprise, une fusion logistique tech de 500 millions de dollars, le genre de celle qui bouleverse les marchés et font la une des journaux. Mon projet était déjà sur toutes les lèvres, Suzy Lin, directrice stratégique, la femme qui a transformé la volatilité en opportunité. Ce n'était pas un coup de chance. J'avais élaboré cette stratégie, stratégie après stratégie, modèle de risque après modèle de risque, des journées de 14 heures qui se sont transformées en nuits de 20 heures, des feuilles de calcul si complexes qu'elles auraient pu écraser des esprits moins préparés. Mais je ne me suis pas effondré. Je me suis levé. L'accord était arrivé à son stade final. Les partenaires canadiens étaient arrivés, la délégation asiatique était connectée via une ligne sécurisée, et je finalisais les termes de l'accord pour la signature électronique. La salle vibrait d'impatience, murmures, papier froissé, bourdonnement des traducteurs chuchotant dans les écouteurs. J'étais dans le coup jusqu'à ce que mon téléphone s'allume et que Robert Danton, le PDG, m'appelle. Je me suis excusé poliment et suis entré dans le bureau attenant, fermant la porte vitrée derrière moi. Je me souviens de la luminosité ambiante, la lumière du plafond agressant mes yeux fatigués. J'ai répondu, Suzy. Sa voix était sèche, sans amabilité. Oui, Robert. Un changement s'est produit. Votre contrat avec Access Coror Global est résilié avec effet immédiat. J'ai cligné des yeux. Pardon? C'est fait. Les RH vont faire un suivi avec les documents. Votre accès a été révoqué. Merci pour votre service. Clic, c'était tout, aucune explication, aucun avertissement, juste une exécution froide et clinique. Je fixais l'écran, le journal des appels toujours allumé. Mes doigts tremblaient tandis que j'accédais à mon VPN d'entreprise. Accès refusé. Ma messagerie était verrouillée. Mon agenda était vide, comme si je n'avais jamais existé. À cet instant, je n'étais pas viré, j'étais effacé. Je restais planté là, le cœur battant, tandis que la réalité s'installait comme un poison lent. J'entendais encore les voix étouffées de la salle de conférence derrière la vitre. Mon accord, ma stratégie, et maintenant, j'étais exclu. Je m'adossais au bureau, les doigts crispés sur le bord. Respire, Suzy. Je m'étais déjà fait avoir, mais jamais comme ça. Et ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils ne pouvaient imaginer, c'est que je n'étais pas venu à ce bal sans plan B. Parce que, alors qu'ils pensaient m'effacer, je venais d'activer quelque chose de complètement différent. Quelque chose d'enfoui, de silencieux, de puissant, un contrat personnel. Je n'ai pas paniqué. Pas encore. La suite d'hôtels était silencieuse, de ce silence étrange et artificiel qui caractérise souvent les chambres chères, décorées pour paraître habitées, mais dénuées de vie. Pas de tic-tac d'horloge, pas de plancher qui craque, juste le silence et le léger bourdonnement de la ville, loin sous la fenêtre. J'étais assis dans un fauteuil en cuir, la ligne d'horizon derrière moi, mon ordinateur portable personnel réchauffant mes jambes. Je me suis connecté à mon disque dur privé, connecté via un VPN que j'avais configuré 2 ans plus tôt. Je l'avais appelé Nightfox, plaisantant à moitié avec moi-même à l'époque en me disant qu'un jour j'aurais peut-être besoin d'un moyen d'y accéder si les choses devenaient étranges. Eh bien, elles le devenaient maintenant. Au début, j'ai cru que l'appel de Robert était peut-être une sorte de manœuvre tactique ou une manœuvre, voire un bluff. Peut-être que j'étais démis de mes fonctions de figure de proue pour être discrètement rétabli une fois la poussière retombée. Le monde de l'entreprise fonctionnait plus souvent à l'illusion qu'à la stratégie. Mais cet espoir s'est vite envolé. J'ai ouvert la dernière version connue de l'accord, celle sur laquelle j'avais travaillé jusqu'à 3 heures du matin la veille. Elle aurait dû contenir mes métadonnées, mes notes dans les marges et mon empreinte numérique dans chaque clause. Mais ce n'était pas le cas. Mon nom manquait partout. Le logiciel de gestion de projet indiquait que le brouillon avait été réétiqueté comme « compilé par l'équipe ». Les exportations via les fils de discussion Slack avaient supprimé mes étiquettes d'auteur. Les messages qui indiquaient auparavant « Suzy Lin » apparaissaient désormais comme « admin usé ». Le dossier qui était auparavant SList Asia-by Escape Model avait été renommé « Revised by Execoffice ». J'ai fouillé dans l'historique du document en rien. Comme si je n'y avais jamais touché,
comme si je n'avais jamais existé. Pourtant, si. J'avais saigné pour cet accord. J'avais réécrit la stratégie d'entrée sur le marché pour le partenaire canadien, restructuré la matrice des risques après le désastre de la couverture de change, et réalisé un miracle avec la clause d'arbitrage tripartite et maintenant, quelqu'un m'avait effacé comme une ponctuation ratée. Mais j'ai ensuite découvert pire. Dans la version 46.22 du contrat, enfouie dans la troisième annexe, sous la rubrique « Considérations particulières », figurait une nouvelle clause, l'article 14D. Elle paraissait innocente, chargée de jargon juridique, un laxisme juridique, jusqu'à ce que je la lise. Elle interdisait à tout signataire de travailler sur les marchés associés pendant 5 ans, le mettant ainsi sur liste noire du Conseil stratégique en Amérique du Nord, en Asie du Sud-Est et en Europe occidentale. Elle imposait des clauses de responsabilité à des erreurs de conseil qui n'étaient même pas couvertes par le contrat. Et puis, le comble, une signature la mienne inclinée vers la droite, avec une pointe pointue sur le Z, un petit ornement sur le E. Comme je signe quand je suis pressé, sauf que je n'avais jamais vu cette clause, jamais approuvée, jamais signée. Je suis resté figé pendant 10 secondes, le regard fixe, sans respirer. Mon pouls résonnait dans mes oreilles. C'était un faux. J'ai zoomé sur les métadonnées, le document avait été téléchargé via un terminal Access Core interne, avec l'identifiant Access in 0220, depuis le bureau de New York, horodaté 1 heure après mon licenciement. Ils ne m'ont pas simplement licencié, ils ont fabriqué un dossier à mon nom pour me lier à leur dénonciation judiciaire. Si quelque chose tournait mal, si l'affaire s'effondrait ou si les marchés s'inversaient, ils pourraient me blâmer. J'avais la tête qui tournait, mais peu à peu, la confusion s'est intensifiée. Ce n'était pas un accident. C'était une purge. Je regardais par le hublot un avion fendre le ciel, laissant derrière lui une traînée blanche qui disparaissait aussi vite qu'elle s'était formée. J'avais été anéanti avec la même efficacité. Et pourtant, pas complètement, ils avaient oublié une chose, je ne disparais pas. J'ouvris un navigateur secondaire et me connectai à une sauvegarde enfouie dans le cloud que je conservais sous le pseudonyme de Novastra. Je commençai à télécharger tous les échanges de mails que j'avais mis en copie cachée, toutes les versions annotées du contrat que j'avais modifié hors ligne, tous les mémos vocaux que j'avais rédigés pendant ces révisions nocturnes. Je ne me contentais pas de conserver des preuves, j'élaborais un contre-discours. Je ne savais pas encore qui avait orchestré tout cela. Peut-être était-ce Robert. Peut-être un membre du conseil d'administration. Ou peut-être une coalition de lâches silencieux espérant m'évincer avant que je ne m'attribue trop de mérite. Mais ce que je savais, au plus profond de moi, c'est qu'ils allaient regretter de ne pas avoir terminé le travail. Car au lever du soleil, un nouveau contrat dont ils ignoraient l'existence serait en vigueur, activé sous mon autorité, et valait $1 demi-milliard. Pas le leur, le mien. Il y a 3 semaines, je me tenais dans un atrium éclairé à la bougie, au dernier étage des bureaux new-yorkais d'Access Core, une flûte de champagne à la main et un sourire faux collé au visage. C'était une de ces célébrations d'entreprise, mi-tour d'honneur, mi-coup de pub. Nous venions de clôturer la phase préliminaire de la fusion, et les dirigeants voulaient du spectacle. Des serveurs en uniforme sur mesure passaient devant nous avec des brochettes de crevettes et de minuscules verres de cocktail au gin couleur écume de mer que personne ne demandait. Les murs brillaient d'or sous la lumière ambiante, et l'air vibrait de contrats, de secrets et de mensonges polis. Robert se tenait au centre, tenant la cour comme à son habitude. Sa voix résonnait avec aisance dans la salle, puissante, performative, calculée. Et bien sûr, il a dit en levant son verre vers moi, nous devons cette étape importante à la femme derrière le rideau, la stratège qui transforme le chaos en structure, Suzy Lynn. Irremplaçable. Rire. Applaudissements. Je me souviens de la façon dont mes joues ont rougi. Je ne m'y attendais pas. J'ai levé mon verre en retour, affichant le sourire modeste et humble qu'ils aimaient toujours me voir arborer, comme si je ne savais pas ce que je valais. Irremplaçable. Ce mot résonnait dans mon esprit, des heures plus tard, avec une tonalité totalement différente au creux, mesquin, comme un compliment lancé pour me distraire pendant que quelqu'un remplissait discrètement les formulaires de licenciement. Ce soir-là, après le toast, je m'étais éloigné du bruit. J'étais adossé au mur de marbre devant les toilettes femmes, parcourant mes emails, lorsque j'ai entendu des voix provenant d'une porte de conférence entr'ouverte. L'une d'elles était Mara, mon amie, ou du moins celle que j'appelais ainsi depuis des années. Nous avions grandi ensemble, traversé des nuits infernales et des clients manipulateurs, partagé trop de verres et trop de confidences. L'autre voix, je ne parvenais pas à la situer,
mais elle avait ce ton poli quelqu'un de haut placé dans les opérations. Je sais que Suzy a été le visage de l'affaire, dit l'inconnu, mais il nous faut quelqu'un de plus souple, moins imprévisible. On est déjà en train de lui trouver une remplaçante discrète. Mara répondit doucement, est-ce qu'elle est au courant? Il y eut un silence, puis un petit rire. Elle finira par le faire, mais il fallait d'abord que l'affaire soit conclue. Je me souviens d'une violente crise de cœur, avant que je ne m'oblige à m'éloigner pour faire comme si je n'avais rien entendu. Je me disais que ça ne voulait rien dire, que j'avais peut-être mal compris, que ça ne pouvait pas me concerner. J'étais irremplaçable. Robert venait de me le dire. Et, Dieu me vienne en aide, j'y ai cru. C'était ça le pire. Ni le licenciement, ni même la contrefaçon, ni l'illusion de confiance. Que j'avais passé des années à construire des relations que je croyais authentiques, que je leur avais tout donné une nuit blanche, jour de vacances, des bribes de ma santé, de ma raison et qu'ils avaient levé leur verre et m'avaient qualifié de brillant tout en gravant mon nom sur le mur derrière mon dos. C'est ce qui a rendu la trahison brûlante. Parce que je n'étais pas naïve, mais humaine, je m'étais laissé aller à la fierté, à croire que, pour une fois, on ne m'utilisait pas, que j'avais mérité une place qui ne pouvait être arrachée par des jeux de stratégie et des réunions secrètes. Et pourtant, j'étais là, une ombre dans une suite d'hôtels, à regarder son nom disparaître de l'œuvre même qu'elle avait bâtie. Je fixais mon reflet dans la fenêtre, une simple silhouette sur un horizon soudain devenu étrange, froid. Et je me suis fait une promesse. Ils m'ont dit que j'étais irremplaçable? D'accord. Je leur montrerai à quoi ça ressemble quand la personne que vous avez essayé d'effacer réapparaît, point à 4 heures du matin. J'avais cessé de penser comme une victime. Cette phase était terminée, l'incrédulité, le chagrin, les doutes. J'avais laissé tout cela derrière moi en 2 heures. Ce qui est arrivé ensuite était plus froid, plus calme, bien plus dangereux. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai documenté. Et puis j'ai appelé George. George Wine, conseiller juridique principal chez Axisor Global, 10 ans dans l'entreprise. Brillant, introverti et bien trop attaché aux principes pour le milieu dans lequel nous évoluions, il a un jour réécrit toute une clause de règlement client à 2 heures du matin, car cela lui semblait inapproprié. Il détestait attirer l'attention, adorait les systèmes et ne souriait jamais sur les photos. Nous n'étions pas très proches, mais suffisamment pour que, lorsque mon nom disparaîtrait des registres des transactions, il soit le seul à qui je puisse le murmurer sans que cela ne devienne un commérage d'entreprise. J'ai envoyé un message via un canal privé que nous avions utilisé une fois lors d'un audit IP international, un fil enfoui sous une chaîne de balises codées. 3 mots, il faut parler doucement. Il m'a répondu dans les 10 minutes, envoyé la localisation, dans 1 heure. Je l'ai rencontré au café du hall, au rez-de-chaussée, un lieu ouvert toute la nuit, rempli de voyageurs d'affaires épuisés et de machines à expresso silencieuses. George avait toujours la même apparence, blazer repassé, écouteurs sans fil accrochés au col, mallette qui semblait avoir survécu à une décennie de bataille judiciaire. Il s'est glissé dans la cabine en face de moi et n'a rien dit, se contentant d'observer. Je lui ai tendu une clé USB. Mes yeux n'ont pas bronché. Commence par le dossier 5. Il a inséré la clé dans sa tablette, fronçant lentement les sourcils tandis qu'il parcourait les fichiers. J'ai observé la lueur de reconnaissance dans ses yeux, les métadonnées, les journaux d'audit, les adresses IP. Finalement, il a levé les yeux. Quelqu'un a falsifié votre nom. J'ai hoché la tête. Et vous a retiré votre paternité, ajouta-t-il à voix basse. J'ai déjà vu ça une fois dans une autre division. C'était enterré en silence. Pas cette fois, dis-je. Ma voix ne tremblait plus. George tapota l'écran d'un air pensif. Ce n'était pas l'affaire d'une seule personne. Un membre des opérations internes a approuvé le projet, peut-être un service juridique, peut-être financier, mais ils ont bénéficié d'aide. Plusieurs autorisations. Je me suis penché vers lui, baissant la voix. Ils veulent me faire partir parce que j'étais trop proche de l'accord et parce que j'étais censé signer quelque chose que je n'ai jamais accepté. Il hocha la tête. Tu dois continuer à fouiller, mais pas depuis ton hôtel. Ils vont suivre ton adresse IP. Déjà devant vous, dis-je en lui glissant un bout de papier. Ce sont des nœuds d'accès public que je transite. Et, George, cela ne concerne jamais officiellement votre service. Vous ne m'avez pas aidé. Vous ne saviez pas. Sa bouche se tordit légèrement dans ce presque sourire qu'il affichait lorsqu'il respectait le jeu de quelqu'un. Compris.
Quand il est parti, je ne suis pas remonté. Je suis allé dans un espace de coworking ouvert 24h24 que j'utilisais quand j'étais freelance pendant mes études supérieures. J'avais encore un identifiant à vie. Ils avaient encore du café et un mauvais éclairage. C'est là que je me suis concentré. J'ai extrait les journaux d'audit des outils de collaboration partagés, capturé les incohérences entre les versions des fichiers à l'écran. J'ai retracé les modifications dans la piste des métadonnées et comparé les horodatages des connexions au relevé de voyage des newsletters internes. Il ne s'agissait pas d'une simple falsification, mais d'un vol. La formulation des clauses stratégiques était la mienne, un langage que j'avais utilisé dans une thèse de master des années auparavant. Quelqu'un l'avait copié, collé et reconditionné sous une voix d'entreprise aseptisée. On avait pris les os de mon cerveau et les avait cousus pour en faire quelque chose de méconnaissable, puis on avait apposé une signature au bas de la page qui n'était pas la mienne. Je n'ai pas ragé. Je n'ai pas crié. J'ai analysé. Je ne collectais plus de preuves pour récupérer un titre. J'élaborais la chronologie d'une guerre, car j'ai réalisé quelque chose de terrifiant dans cet espace obscur et vacillant, entouré du bourdonnement fantomatique d'autres esprits insomniaques. Ils ne m'avaient pas seulement viré. Ils avaient essayé de me voler. Et maintenant, j'allais leur montrer à quel point ils avaient sous-estimé la femme qu'ils qualifiaient d'irremplaçable, juste avant de tenter de l'effacer. Lorsque j'ai contacté Victoria, je ne lui ai pas demandé de l'aide. Je lui ai exposé un problème. C'était le genre de personne qui ne pouvait pas laisser un problème sans solution. Victoria Chen travaillait chez Access Corps depuis presque aussi longtemps que moi, mais contrairement à moi, elle préférait l'ombre. Elle était notre spécialiste de la conformité interne, le moteur silencieux derrière chaque audit de risque, chaque politique de dénonciation et chaque note réglementaire que personne d'autre ne prenait la peine de lire. Obsédée par le détail, affûtée, elle n'avait absolument pas peur des puissants lorsque les données ne collaient pas. Nous avions travaillé ensemble une fois lors d'une acquisition particulièrement complexe, et je l'avais vu démanteler un système frauduleux d'abris fiscaux avec tant de soin que le dirigeant fautif avait démissionné avant même que le conseil d'administration ne le confronte. Je n'ai pas donné beaucoup d'explications dans mon premier message, j'ai juste dit que j'avais quelques questions sur l'intégrité des logs et que j'avais besoin d'un second regard. Elle est arrivée à l'espace de coworking 2 heures plus tard, habillée comme si elle sortait d'un exercice d'incendie, basket, veste sur l'épaule, café dans une main, ordinateur portable dans l'autre. « D'accord », dit-elle en se glissant à côté de moi. « Dites-moi ce que je vois. » Je lui ai expliqué les clauses falsifiées, les journaux de documents altérés, la signature. Elle ne m'a pas interrompu. Elle a à peine cligné des yeux, hoché la tête lentement et a dit « D'accord, commençons par le début. » En 20 minutes, elle avait installé son propre écran, parcourant les pistes d'audit des utilisateurs du système de documents partagés d'Access Corps. Elle a consulté l'historique des modifications, les journaux d'idées de serveurs, les modifications administratives. Elle était plus rapide que moi, plus précise, puis elle a marqué une pause. « Suzy », dit-elle en tapant une ligne de code. « Regarde ça. La modification qui a ajouté la section 14D a été exécutée depuis un terminal restreint, non connecté à aucun des postes de travail partagés. Son étiquette, AXC Route VRM1. Mon cœur battait la chamade. Victoria Zuma, décodant le chemin de routage. Celui-ci ne passe pas par le pare-feu standard. Il est isolé, ce qui signifie que quelqu'un voulait que ce terminal soit hors service. Je la fixai du regard. Elle hocha lentement la tête, le regard perçant. Un appareil digne d'un PDG. Robert, bien sûr. C'était trop propre, trop précis. Il ne s'agissait pas d'une négligence juridique ni d'un manque de communication entre les services. Chaque modification, chaque suppression, chaque version falsifiée s'inscrivait dans un calendrier parfaitement cohérent avec mon départ, et d'une clause qui ne profitait qu'aux hauts gradés du cabinet. Victoria a retracé les modifications plus en détail. Ils n'ont pas seulement remplacé votre nom, ils ont simulé votre style de phrasé. Tu vois ça? Elle fit apparaître un algorithme de comparaison de documents. La structure des clauses reproduit exactement ta dernière révision. Ils ont utilisé ta voix pour rendre la falsification invisible. Je n'ai rien dit, car je n'étais pas surpris au fond de moi, je le savais déjà. Robert ne venait pas de me licencier. Il avait orchestré l'effacement de ma qualité d'auteur pour éliminer les risques de son propre portefeuille. Cette clause, l'article 14D, était toxique. Elle transférait la responsabilité au signataire,
protégeait les intérêts des dirigeants et garantissait qu'en cas d'échec de la fusion, je serais exposé. Et en falsifiant mon nom, il s'était assuré que je n'aurais aucun recours, du moins c'est ce qu'il pensait. Je me suis adossé à ma chaise, la respiration calme et le pouls régulier. Victoria m'a regardé. C'est accablant. Oui, dis-je, les yeux rivés sur l'écran. Ça l'est. Je ne souris pas. Je ne jubilais pas, car ce n'était pas une vengeance, ce que j'avais maintenant, c'était une preuve. Point. Pendant que Victoria effectuait des analyses forensiques et compilait des captures d'écran pour un rapport de conformité, je me suis adossé au sol et j'ai fixé les dalles du plafond, laissant mon esprit vagabonder un instant. Car 8 semaines auparavant, j'avais fait quelque chose que Robert n'aurait jamais pu prévoir, j'avais créé une entreprise. Sur le papier, rien de remarquable, un prestataire de services tiers neutre appelé Orion Intégration Group Limited, enregistré en Alberta, au Canada, une infrastructure légère, pas d'employés permanents, juste assez de capital pour que l'entreprise paraisse suffisamment réelle pour rester invisible. Mais les registres de propriété étaient cryptés et enfouis sous une fiducie écran, ce qui signifiait que personne, ni analyste, ni avocat, ni dirigeant, ne savait que j'en étais le fondateur. J'avais créé Orion dès les premières négociations, lorsqu'il est devenu évident que l'accord nécessiterait une holding transitoire pour gérer l'entreposage des données et la logistique d'entrée sur le marché. La délégation asiatique souhaitait la neutralité. Les Canadiens voulaient de la distance. Robert avait balayé la situation d'un revers de main, gère-toi. Et c'est ce que j'ai fait. La clause contractuelle, cachée à la page 89, paragraphe 3.2.7c, accordait à Orion la propriété temporaire de toute la nouvelle infrastructure déployée pendant la phase de transition de la fusion, système cloud, nœud de données, réseau de paiement. Jusqu'à la finalisation de l'absorption juridique, Orion détenait les clés et moi Orion. Je me souvenais du moment précis où j'avais pris cette décision. C'était un mercredi soir de mars. Je travaillais dans un salon d'aéroport à Singapour et regardais Robert mentir à tout va à un fournisseur lors d'une conférence téléphonique. J'avais milité pour une terminologie plus claire en matière de protection des données. Il a rejeté ma demande et a dit au fournisseur, ne vous inquiétez pas, nous sommes tous une seule équipe. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il me fallait une solution de repli, pas de vengeance, pas de levier, juste une protection, une sécurité intégrée. J'en ai donc créé une. Et là, l'ironie était stupéfiante. Il m'avait licencié, falsifié ma signature, coupé mon accès, mais les serveurs, le pipeline, les environnements de test, tout était géré par les licences d'Orion. Autrement dit, si j'alternais les clés d'authentification interne ou révoquais un point d'accès spécifique, il perdrait le contrôle du jour au lendemain. Pas pour toujours, mais suffisamment longtemps pour que la partie canadienne panique, que la délégation asiatique commence à poser des questions, que tout s'écroule. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il n'en savait rien. Ni Robert, ni le service juridique, ni le service financier. J'avais intégré Orion aux fondations de la fusion, telle une poutre d'acier derrière une cloison sèche silencieuse, indispensable, cachée à la vue de tous. Victoria remarqua mon silence et jeta un coup d'œil. Tu as l'air dangereux. Je souris légèrement. Je me souviens juste de quelque chose qu'ils ont oublié. Elle haussa un sourcil, curieuse. Je n'en dis pas plus, car le temps des secrets était presque terminé. Et lorsqu'ils découvriraient enfin qui était vraiment Orion, ce ne serait pas seulement une surprise. Ce serait un échec et mat. Au moment où j'ai quitté l'espace de coworking, j'ai marché 5 pâtés de maison à travers l'aube naissante jusqu'à un terminal privé que je n'avais utilisé qu'une seule fois auparavant, enfoui dans le quartier financier, construit pour des opérations silencieuses et des logements propres, pas de regards indiscrets, pas d'empreintes digitales informatiques d'entreprise. J'étais assis dans la cabine insonorisée et austère, les paumes à plat sur le pavé tactile tandis que la machine s'allumait. En accédant à l'environnement central d'Orion, l'écran s'illumina. L'invite biométrique apparut, reconnaissance vocale, empreinte digitale, scan rétinien. C'était ma forteresse. Je l'avais construite couche par couche au cours des 2 derniers mois, module personnalisé, synchronisation en temps réel entre les continents, écriture dans un registre blockchain aux normes suisses. Le système contenait tous les éléments opérationnels de la fusion, données logistiques, dossiers de conformité, accords de partenariat, prévisions internes. Rien ne bougeait sans la validation d'Orion, et j'étais le seul à pouvoir y accéder. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai posé mon pouce sur le scanner. Erreur. J'ai cligné des yeux. Réessayé. Erreur.
Incompatibilité d'identifiant. Veuillez vérifier l'accès administrateur. Une attente glaciale m'envahit. J'ai réessayé, cette fois en utilisant le protocole de contournement, qui contournait l'authentification par jeton et passait directement par la vérification de la clé chiffrée. Système verrouillé. Contournement administratif détecté. Accès suspendu. Je fixais l'écran. Quelqu'un m'avait exclu de mon propre système. Il ne pouvait pas le savoir. À moins de trouver une fuite. À moins que... Mon estomac se noue. Robert n'a pas seulement essayé de m'effacer. Il a essayé de pirater Orion. Et quelqu'un à l'intérieur a dû l'aider à construire une porte dérobée. Mais ce faisant, ils ont déclenché le système de sécurité. La plateforme s'était bloquée en mode panique. C'était intentionnel. Si plusieurs connexions administrateurs étaient tentées sans correspondance biométrique, le système entier se bloquait jusqu'à une réautorisation manuelle par le fondateur principal en moi. Mais je ne pouvais pas y accéder. Pas d'ici. Le chaos serait instantané. Sans Orion, toutes les transactions du processus de fusion seraient bloquées. Toutes les synchronisations de données échoueraient. Toutes les interfaces clients s'éteindraient. Je l'imaginais déjà, des salles de réunion remplies d'écrans clignotants, de messages d'erreurs rouges et d'un sentiment grandissant d'incontrôlabilité. La situation se propagerait comme une traînée de poudre numérique. Et je ne pouvais qu'attendre. Je me suis adossé à mon fauteuil, les yeux rivés sur l'interface figée. Pour la première fois depuis cette nuit dans la suite d'hôtel, j'ai souri non pas par malice, mais par clarté, car ce n'était plus du bruit. C'était le silence. Mon silence. Et il parlait plus fort que n'importe quelle note ou communiqué de presse. J'ai sorti mon téléphone personnel, pas l'appareil fourni par AccessCore, le vrai, celui intraçable. J'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis 6 mois. Julien a décroché à la 3e sonnerie. Suzy. Sa voix avait toujours cette cadence suisse précise calme, analytique, dangereuse dans la bonne pièce. Julienne, ai-je dit d'une voix égale. Dis-moi ce qu'ils t'ont dit. Un silence. Ils ont dit que vous aviez été réaffecté, répondit-il. Transféré vers un poste interne en attendant une restructuration. Vous y croyez? Un autre silence, plus long cette fois. Je vous connais, dit-il. Et je sais que vos empreintes sont sur chaque élément de la structure. Le système est en panne. Il panique. Et je suppose que vous êtes le seul à savoir pourquoi. Je ne dis rien. Je veux croire que vous avez toujours le contrôle, ajouta-t-il. Parce que si ce n'est pas le cas, nous aurons tous commis une erreur très coûteuse. J'ai expiré lentement. Et si je pouvais prouver que je ne suis jamais parti? Que l'accord que vous avez négocié ne tient que parce que je l'ai maintenu en suspens? Puis il a dit, nous concluons un nouvel accord avec vous personnellement. Mes yeux se sont rivés sur l'écran. Quelle est l'offre, ai-je demandé. Vous signez en tant que PDG d'Orion. Nous modifions le contrat avant que le conseil d'administration ne finalise les termes de la fusion, mais j'en ai besoin pour lundi matin. Pas de retard. Et AccessCore devient sans importance. Je suis resté silencieux. Le système était bloqué. L'entreprise mentait. Et on m'offrait exactement ce qu'ils essayaient de me voler, pas un titre, la vérité. J'envoie les papiers ce soir, ai-je dit. La voix de Julien était ferme. Lundi, Suzy, ou c'est fini. Je sais, ai-je dit, et je le pensais vraiment, car maintenant, ils ne me sous-estimaient plus seulement. Ils avaient bâti leur empire sur des fondations où mon nom était encore caché et j'étais sur le point de tout renverser avant minuit. J'étais de retour à l'intérieur, pas via le hub public, pas via l'interface figée. Ils étaient compromis. Je ne leur faisais plus confiance. À la place, j'ai utilisé l'ancienne clé racine enfouie sur un disque dur que j'avais caché des années auparavant dans un coffre-fort sous un autre nom. J'ai déchiffré la chaîne manuellement, validé mes identifiants biométriques avec la vidéo d'inscription originale et accédé à la porte dérobée d'Orion via un nœud de secours codé en dur et intégré à un environnement de test. Ce n'était ni rapide ni élégant, mais ça a fonctionné. Dès ma connexion, la plateforme s'est illuminée comme un souffle trop longtemps retenu enfin libéré, le système était stabilisé, l'accès restauré, les journaux reconstitués, et j'ai réécrit les règles. J'ai renforcé le chiffrement de l'interface d'administration, supprimé tous les identifiants non autorisés, puis arrêté complètement la synchronisation de l'API avec le réseau d'AccessCore.
À partir de ce moment, l'entreprise qui pensait tout posséder n'avait plus accès à rien, ni aux bases de données, ni aux modèles, ni même aux écrans de chargement. Tout était verrouillé, et j'avais le contrôle total. C'est alors que la deuxième attaque a commencé, non pas numérique, ni silencieuse, mais publique. À ce moment-là, les articles circulaient déjà des titres aux titres poliment vagues, mais affûtés comme des scalpels. Suzy, stratège clé, a discrètement quitté Access Corpor dans le cadre d'une enquête interne en cours. Des sources anonymes expriment des inquiétudes quant à l'intégrité du projet et à la propriété des données. La fusion est compromise par des irrégularités. Des sources évoquent un conflit interne. Pas de citation, pas de preuve, juste une campagne de diffamation lente et prudente visant à semer le doute, à insinuer que j'avais volé, piraté, saboté quelque chose. Bien sûr, je ne l'avais pas fait, mais ils ne cherchaient pas à gagner un procès. Ils essayaient de brouiller les pistes, de faire en sorte que, lorsque je sortirai lundi, les gens ne sachent plus quoi croire. Mais le problème avec les mensonges murmurés en public, c'est qu'ils sont fragiles quand on se tait. Je n'ai pas réagi, pas de tweet, pas de déclaration, pas de réfutation. Et ce silence eut un effet inattendu. Il laissa un vide, et dans ce vide s'engouffra la vérité. D'abord, une capture d'écran d'un message Slack partagé anonymement sur Twitter par un ancien collègue, mon nom sur un document stratégique, l'horodatage, les modifications, la preuve irréfutable que j'étais à l'origine de l'architecture qu'il prétendait maintenant renier. Puis sont arrivés les emails expurgés mais sans équivoque, transmis aux journalistes, partagés discrètement sur des discords privés. Puis sont arrivées les publications LinkedIn, celles de personnes avec qui j'avais travaillé, respecté, encadré. J'étais présent quand Suzy a sauvé ce contrat. Ne vous laissez pas tromper par son silence. Elle a formé la moitié du département. S'il existe encore un système chez Access Corp, c'est grâce à elle. J'ai vu les contrats. Je sais ce qu'elle a signé et ce qu'elle n'a pas signé. Chaque message était bref, chaque message discret, mais ensemble, ils rugissaient. Plus l'entreprise véhiculait ses demi-vérités, plus mon silence devenait pesant, non pas parce que je me cachais, mais parce que la vérité n'avait pas besoin de micro. Elle était déjà devenue virale. Les gens ont commencé à creuser, à enquêter, à démystifier les affirmations anonymes. Cela s'est retourné contre moi. Vendredi soir, j'ai reçu un message d'une journaliste d'un des plus grands journaux financiers. Elle a écrit, en privé, « Nous avons vu les preuves. Vous n'avez pas besoin de parler. Ils en ont déjà trop dit. » J'ai fixé l'écran un long moment. Ils pensaient que m'effacer serait facile, que contrôler le récit signifiait détenir la vérité. Mais ils ont oublié que le silence n'est pas synonyme de soumission. Parfois, c'est une stratégie. Et quand lundi viendra, ma signature ne sera pas seulement sur un nouveau contrat, elle sera sur la tombe de tous les mensonges avec lesquels ils ont tenté de m'enterrer. L'horloge de mon appartement claquait doucement tandis que la ville en contrebas s'agitait dans son silence d'avant l'aube. Une seule lampe éclairait la table en chêne sur laquelle mon ordinateur portable était ouvert. Le contrat s'est affiché dans une interface sécurisée. Je l'ai relu ligne par ligne, même si je connaissais déjà chaque mot par cœur. Puis j'ai cliqué sur « Signer ». C'était fait d'un geste discret, sans confetti, sans applaudissements, juste un accord juridiquement contraignant entre Orion Intégration Group Limited et le partenaire principal, le client qui jusqu'alors était lié à Access Corp. Mais plus maintenant, car c'était officiel. L'infrastructure, les systèmes, les plateformes de transition, tout cela appartenait à Orion, ce qui signifiait que tout m'appartenait. Et Access Corp, ils n'étaient plus partie prenante de l'accord. Ils avaient été rédigés aussi discrètement qu'ils avaient tenté de m'effacer. Dès que la confirmation a retenti, j'ai activé le protocole de transition, les environnements de test ont été redirigés. Les flux de données en direct ont été convertis en nouvelles clés d'authentification. Le tableau de bord des partenaires a été mis à jour avec la nouvelle image de marque d'Orion, et le jeton d'accès final, une clé squelette numérique contrôlant l'ensemble du backend, a été envoyé directement à Julan, avec ma signature en dessous. Peu après, le système était pleinement opérationnel sous la direction d'Orion. Plus tard, Access Corp a tenté de se connecter, mais sans succès. J'ai reçu les alertes système en temps réel, des dizaines de tentatives de connexion infructueuses, des erreurs d'administration, des identifiants invalides. Ils avaient mis en place leur équipe d'intervention en cas d'incident, tenté une restauration, tenté une capture instantanée de la récupération, mais il était trop tard. Le système ne les reconnaissait plus.
L'infrastructure qu'il pensait contrôler se trouvait désormais derrière des portes dont il n'avait plus les clés. Le joyau de la fusion, la technologie, les données, la stratégie avaient été relocalisés discrètement, proprement, légalement, et tout ce qu'il pouvait faire était de le regarder disparaître. Peu après, Julien a appelé. La transition est terminée, a-t-il déclaré. De notre côté, l'équipe est alignée. L'accord est en cours de distribution en interne. J'ai déjà parlé au service juridique. C'est impeccable. Quant au client, il est impressionné, a-t-il déclaré avec satisfaction. Il voit maintenant qui dirige vraiment les choses. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai souri, car il n'a jamais été question que de système. Il s'agissait de propriété. Et maintenant, le mensonge qu'ils ont proféré au celui sur mon transfert, les rumeurs d'instabilité, la campagne de diffamation ne signifiaient plus rien. Ils avaient perdu plus que des infrastructures, plus que des données. Ils avaient perdu le contrôle. Ils avaient terni leur réputation, mais surtout, ils avaient perdu le client, le partenaire qui m'avait apporté 500 millions de dollars de contrat, le partenaire qui m'avait fait confiance avant même de savoir qu'il le fallait. Et maintenant, ce partenaire s'en allait, non seulement discrètement, mais publiquement. Ce matin-là, alors que la direction d'Access Corp cherchait désespérément des explications, la note interne annonçant la perte a fuité. Elle a atterri sur les blogs d'entreprise, puis sur Twitter, puis dans les boîtes mail. L'accord de fusion échoue après le départ d'un partenaire clé au profit d'un fournisseur neutre. Des sources évoquent une mauvaise gestion interne et un manque de leadership. Mon nom n'était pas dans le titre. Ce n'était pas nécessaire, car désormais tout le monde savait qui détenait la clé. Et lorsque les lumières de la salle de réunion se sont allumées, j'étais déjà en train de construire quelque chose.